Aurélien Taché, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise, donc je disais sniper du président, hein, c'est comme ça qu'on vous présente depuis le début et ça vous va bien. En tout cas, moi, effectivement, toujours là pour défendre sa politique. Voilà, et alors justement là, il faut la défendre. Hein. C'est vraiment un moment où il a besoin qu'on défende sa politique. Ce matin, il a dit à ses ministres réunis en séminaire gouvernemental, eh bien nous allons maintenir le cap. Pas question de lever le pied sur les réformes. On écoute le président et ensuite on vous écoute. Rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat ou sur la pression de l'immédiat. Rien n'est fait pour simplement donner plus d'argent à l'un tout de suite ou régler les problèmes qui ne sont pas réglés parfois depuis des décennies de manière facile. C'est pour ça qu'il faut, dans ces périodes, tout à la fois tenir, expliquer et avec force mener ce combat. Alors il dit il faut tenir, hein. Dans ces périodes il faut tenir et au fond on a quand même le sentiment d'un discours comme un général qui cherche à remobiliser d'abord ses troupes et puis si possible les Français, mais d'abord ceux qui l'entourent. Mais il a raison le président de dire ça et c'est amusant d'ailleurs parce que ça peut paraître un peu simple comme ça, il faut tenir, mais en fait c'est exactement, moi quand je vais sur le terrain, à Cergy, rencontrer les Français, c'est ça qu'ils me disent en 3 mots, il faut tenir. Tenez. Vous avez évidemment, dans un moment comme celui-là, plein de gens qui vont dire que telle ou telle réforme n'aurait pas dû être faite comme ça, qui vont être mécontents, qui vont râler, etc. Mais c'est les mêmes qui nous le reprocheraient, qui reprocheraient notre inaction. Ils savent très bien que la promesse de notre mandat, et on savait que ce serait pas facile, c'est de débloquer le pays, c'est de faire un certain nombre de réformes qui n'ont pas été faites avant, justement parce que les politiques en place craignaient pour leur popularité. Donc notre marque de fabrique à nous, c'est de les faire, et je crois qu'à la fin, ce sera payant, mais que du coup, quand on est un peu dans le dur, comme en ce moment, eh ben forcément, il y a un peu de turbulence, mais c'est pas à mon avis, ça c'est pas très grave, ça passera vite. Alors les Français que vous rencontrez, c'est sans doute pas ceux qui ont été sondés, hein, parce que clairement, selon le sondage IFOP pour le JDD, à la question « Diriez-vous que la politique économique engagée par Emmanuel Macron est juste ?», eh bien 65% des personnes interrogées répondent non. C'est dur, là aussi. Oui, mais la question, voilà, est-ce qu'elle est juste D'abord, bon, moi je suis très attaché à la justice sociale. Moi, je suis. C'est pour plutôt, ça qu'on a pris cette question pour vous, voilà, précisément. J'ai bien senti, je vous en remercie, Anna, mais vraiment, même moi-même, qui suis très attaché à la justice, je crois d'abord qu'il y a une question d'efficacité. Je crois d'abord qu'il y a une question de débloquer le pays et que ce que les Français attendent de nous en priorité, évidemment que c'est ensuite des mesures de justice, etc., mais c'est d'abord que la machine soit relancée, que ça reparte, et ça, pour ça, ils sont prêts à faire quelques efforts, mais par contre, ils veulent voir les résultats de ces réformes et du fait qu'on débloque le pays, parce que c'était ça la promesse principale d'Emmanuel Macron, pour ensuite effectivement avoir des mesures de justice. Donc voilà, pour moi la question elle est un petit peu biaisée. La question, il faut d'abord se demander si ce qu'on fait est efficace, et ensuite il faudra voir. On verra pour la justice après. C'est pas le moment de la justice. Écoutez, il y a des choses qui sont mises en place pour ça, pour que ceux qui travaillent par exemple voient leur fiche de paie augmenter, pour que ceux qui sont vraiment dans la précarité puissent en sortir. Mais là aussi, il y a une question d'efficacité. Est-ce qu'augmenter les allocations, et on le fait, suffit pour sortir les gens de la pauvreté? On sait que non. Donc la politique qu'on va mettre en place et le plan qu'on va présenter à Agnès Buzyn au mois de septembre, vous verrez qu'il y a des choses innovantes et que l'efficacité, c'est pas seulement de l'efficacité pour ceux qui sont les plus favorisés, c'est aussi pour ceux qui sont dans la difficulté. Et là, il y a quand même la volonté et du président de la République et du Premier ministre d'essayer de sortir de cet aestas horribilis, hein, cet été horrible. Est-ce que vous avez le sentiment que les mots prononcés par le président, après on va écouter le Premier ministre, sont de nature à tourner cette page? Oui, c'est une façon de dire, voilà, on a eu une rentrée qui n'était pas totalement celle qu'on aurait souhaité. C'est clair, Nicolas Hulot s'en va, c'est pas une très bonne nouvelle. Bon, voilà, on sait que c'était quelqu'un aussi de très libre et qu'il partirait certainement à un moment ou à un autre. Mais bon, ça arrive maintenant, quoi. Il menace depuis un an, hein, depuis qu'il est rentré. C'est qu'une demi-surprise. Mais enfin bon, quand ça arrive, et du coup c'est en pleine rentrée. Donc voilà, c'est pas exactement comme ça qu'on voulait que les choses se passent, puisqu'on avait beaucoup de choses à dire aux Français sur le budget qu'on va présenter, sur les réformes qui arrivent. Donc on va pouvoir le faire maintenant. Mais il y a eu une semaine où on a dû parler un petit peu d'autre chose. Donc c'était une manière de clore cette séquence. On va écouter Édouard Philippe, lui aussi, qui parle comme vous, hein, d'une rentrée qui n'est pas complètement simple. On l'écoute. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la rentrée, comme beaucoup de Français. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trouvé que la rentrée était une période jamais complètement simple. Mais le gouvernement est là, il est au complet, il est au boulot, si vous me passez cette expression, et nous savons que nous serons jugés sur les résultats. Ben voilà, je
pense que le Premier ministre a tout dit. On a une rentrée qui est agitée, mais on va pouvoir repartir très vite sur nos priorités. Alors, il y a quand même un sondage qui symboliquement, voilà, n'est pas pour rassurer les macronistes dont vous êtes et l'exécutif. C'est un sondage IFOP fiducial pour Paris Match. La cote de popularité de Macron serait en baisse de 10 points, 31%, mais c'est surtout, c'est ça qui est intéressant, moins que François Hollande au même stade de son mandat. Oui. Après, il y a d'autres études qui démontrent aussi que beaucoup de Français sont encore... Vous avez raison, il faut parler d'autres études plutôt, parce que celle-là, elle est... Celle-ci, bon, vous avez donné le résultat, il est ce qu'il est pour le moment. Moi, je pense qu'il ne restera pas comme ça. Je pense aussi qu'on a beaucoup de Français qui sont encore dans l'attente, qui disent, nous, on jugera sur pièce, hein, comme on dit, et donc pour le moment il est encore un peu tôt pour se décider. Donc on a ce score au moment où on discute, on a ce sondage, il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de dire que, à mon avis, la vie des Français peut encore très largement évoluer en fonction des résultats qu'on obtiendra. Et puis il y a une nouvelle séquence qui va s'ouvrir, il y a des élections européennes qui vont arriver, on sait que dans le projet que porte Emmanuel Macron et cette majorité, c'est pour la première fois quelque chose qui est mis vraiment au cœur, qui est mis au centre, et je pense qu'on va pouvoir réavoir un débat politique important à ce moment-là, qui sera aussi pour les Français l'occasion de voir quel chemin ils veulent suivre, et je pense que celui qu'on propose est le bon. Mais alors justement, sur le prélèvement à la source, les Français, est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose? Parce que ce qu'on voit, donc finalement, hein, on va le dire quand même aux Français, donc le prélèvement à la source aura bien lieu comme prévu à partir du 1er janvier, sauf que je dis comme prévu, mais les atermoiements ont été exprimés publiquement jusqu'au sommet d'État, puisque le président de la République lui-même, depuis la Finlande, a fait valoir ses doutes, il les a exposés, et donc la fin de la séquence a été sonnée par Édouard Philippe hier soir sur TF1 avec cette annonce. Mais entre-temps, c'est un cafouillage, parce que vous n'aviez rien à gagner à ce que le président de la République exprime des doutes pour, in fine, faire aboutir cette réforme. Non, mais pour moi, ça démontre quelque chose d'important. Cette réforme, vous le savez, c'est pas nous qui l'avons initiée. Elle était initiée par François Hollande. Moi, je la trouve plutôt juste, parce que ça permet aux Français de payer l'impôt sur les revenus de l'année en cours. Et quand on perd son boulot, quand on arrive à la retraite, etc., payer les impôts sur l'année d'avant, alors qu'on avait des revenus plus importants, c'est souvent difficile. Donc sur le fond, c'est juste. Mais on sait aussi quand même que cette réforme, c'est quelque chose qui est poussé très fortement par l'administration de Bercy, les hauts fonctionnaires, etc. Et qu'à un moment, le président de la République dise attention, moi je ne fais pas une réforme pour faire plaisir aux agents de l'État. Je fais une réforme pour les Français. Donc je veux être sûr que ça fonctionne pour eux. Et donc c'est quelque part aussi le politique qui reprend la main, c'est le président qui reprend la main, qui dit il n'y a rien d'acquis, moi tant que vous ne m'aurez pas convaincu sur le fond, qu'il n'y a pas de doute pour les Français, je ne le ferai pas. Et quelque part, moi ça me rassure d'avoir un président comme ça, je me dis voilà, il y a au moins vraiment quelqu'un qui pilote l'avion, c'est pas en machine automatique, c'est pas en pilote automatique. Et donc oui, ça a peut-être à un moment, il exprime un doute. On le rassure sur cette question, et donc il fait le choix d'y aller. C'est une bonne chose, la réforme est juste, mais je considère encore une fois qu'il n'y a pas de problème de gouvernance là-dedans, que c'est au contraire le politique qui reprend la main, et c'est logique. Vous vous en sortez pas mal avec ce sujet compliqué et plutôt mal emmanché, parce que en fait, on aurait compris, si vous voulez, l'expression des doutes publics si c'était pour habiller une renonciation. Sauf tout le monde a tout de suite supputé. Bien sûr, parce que là, on pouvait entendre qu'il s'exprime auprès d'élus de Mayenne, qui dit et qu'in fine, la réforme ne se fasse pas. Mais là, les doutes publics, ne sont faits que pour habiller finalement la validation de la réforme. Le président il dit la vérité. Oui, mais toujours. Méthodologiquement, il y a un sujet. Et donc, vous voyez, il n'était pas dans une espèce de petite combine tacticienne pour préparer un renoncement, il était dans une expression sincère de ce qu'il pensait à ce moment-là, et donc il le dit aux Français. Et pour moi, c'est la bonne manière de faire, c'est aussi une de ses marques de fabrique, cette espèce de discours de vérité qu'il a. Il était en Finlande, il a tenu d'autres propos qui pouvaient être aussi dans ce registre, c'est son style. Vous parlez des Gaulois réfractaires, n'est-ce pas? Il est comme ça, et moi je trouve que c'est bien. Alors après, on peut lui reprocher, mais je considère que c'est une espèce de rapport de vérité avec les Français qui est aussi une caractéristique de ce président. En tout cas, lui, il a voulu montrer qu'il n'était pas, contrairement à ce qu'ont dit les éditorialistes pendant quelques jours, un Gaulois réfractaire au changement. C'était ça son objectif en tenant bon sur cette réforme. C'était vraiment montrer qu'il était réformateur avant toute chose. Bien sûr, pour moi c'est très important, parce que c'est encore une fois le cœur de notre promesse, et de toute façon c'est aussi ce que veulent une majorité de Français, sinon il n'aurait pas été élu président de la République. Donc voilà, il y a une logique dans tout ça. Et puis quand il était en Finlande et qu'il a parlé des Gaulois réfractaires, on coupe la phrase, mais il dit après c'est parce que les Français sont aussi déjà européens comme les Danois. Donc voilà, il continue d'être dans sa logique à lui, réformateur, européen, et on tiendra bon sur ce cap, parce que c'est ça qu'on veut proposer aux Français. Alors un petit mot du remaniement quand même hier. Donc François de
Rugy succède à Nicolas Hulot. Alors depuis hier, François de Rugy, c'est intéressant parce qu'il va partout répétant que désormais avec lui, ça va être l'action dans la persévérance. Hein. Voilà, donc façon de dire que peut-être que Nicolas Hulot ne s'inscrivait pas ni dans l'action ni dans la persévérance. Non, mais chacun a ses qualités, voilà, chacun a ses traits de caractère. Je pense que la persévérance fait partie de ceux de François de Rugy, Nicolas Hulot aussi, mais sauf qu'on va dire il a une palette d'actions plus large. Donc l'action politique n'était pour lui qu'un des éléments de son parcours, visiblement, et on pouvait le deviner un peu avant. Voilà, moi je crois quand même que là-dessus. Vous aimez quand on met des politiques plutôt que de la société civile. C'est-à-dire que vous considérez que faire de la politique, c'est un métier. C'est pas sale, non, c'est pas mal. Oui. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens donc très François politiques. De Rugy, c'est un vrai politique. Pour moi, c'est très bien. Je pense que des personnalités de la société civile peuvent se convertir à l'action politique. Il n'y a pas une frontière. C'est une question de caractère. Non, mais il faut que la conversion se fasse. Il ne faut pas qu'elle reste société civile, ces personnes-là. Exactement. Et je pense que ça a été d'ailleurs un vrai sujet pour La République En Marche à un moment. Est-ce qu'on est simplement une espèce de mouvement associatif? Il y avait des gens qui pensaient ça, qui disaient finalement être apartisan, c'est être apolitique. Non, moi je ne crois pas que ce soit la promesse qu'on ait faite. C'est de faire de la politique autrement, mais d'en faire quand même. Et sur la question de l'écologie, on n'a pas élu quelqu'un, un président de la République qui vient de l'écologie politique. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire pour l'environnement, ça ne veut pas dire que notre action sera pas ambitieuse, mais ça veut dire que si on s'attendait à ce que finalement on agisse comme quelqu'un qui est issu de l'écologie politique, eh ben, c'était pas la bonne personne pour qui il fallait voter. Donc encore une fois, et cette famille-là, elle a été représentée par Benoît Hamon, elle a fait 6%. Donc voilà, nous on a été élus. Tandis qu'avec François de Rugy, vous avez l'assurance d'une Macron-compatibilité. Oui, François de Rugy était macroniste avant l'heure chez les écologistes. Donc voilà. C'était un faux écolo, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce que vous dites. C'est ce que je dirais, mais bon. Mais c'est ce que vous pensez. Alors, il vient de quitter le perchoir, hein, parce que voilà, c'était sa fonction avant d'être nommé ministre d'État. Et les actes de candidature depuis son départ du perchoir se multiplient. Donc, on a Richard Ferrand, le patron de votre groupe, Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois, Sandra Motin, députée de l'Isère, et Barbara Pompili, qui a annoncé aux députés de sa commission qu'elle était candidate. Alors, est-ce qu'une femme au perchoir, ça aurait du sens dans le nouveau monde ? Mais bien sûr que ça aurait du sens, mais sur toutes les responsabilités... Ça n'a jamais été le cas, c'est pour ça que ça pourrait, ce serait une grande première. Sur toutes les responsabilités, il y aurait du sens à ce que des femmes puissent accéder à ces grandes responsabilités. Alors, non mais là, est-ce que vous allez je vais vous décevoir, Aurélien Taché, je vais vous décevoir, donc je vous le dis tout de suite. Non, moi je soutiendrai la candidature de Richard Ferrand. Voilà, je soutiendrai la candidature de Richard Ferrand. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un travail incroyable depuis qu'on a été élu en mai dernier au groupe, qu'il a du coup toute la légitimité et l'expérience pour accéder à cette fonction. Je ne dis pas que dans les candidates, il n'y en a pas qui pourraient l'avoir, mais néanmoins, le travail de président de groupe est un travail particulier, qui est très prenant, qui est parfois compliqué. 313 députés qui ne se connaissaient pas et qui doivent avancer sur un nouveau monde, comme on le décrit souvent. Ce n'est pas simple, et je pense qu'aujourd'hui, il souhaite accéder à cette fonction, et il aura mon soutien, parce que je considère que c'est logique. Et pour le remplacer à la présidence du groupe ? Eh bien là, par contre, à ce stade, je crois que les choses sont vraiment assez ouvertes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, et je suis sûr qu'on a des collègues avec un E. Enfin, comment on peut dire. D'accord, donc là, faut pas faire d'écriture inclusive. Non, pas d'inclusive, mais en revanche, vous voulez dire que là, il faut mettre une femme. Ce serait bien qu'on ait une collègue, une candidate qui puisse, avoir notre soutien. Aurore Bergé, par exemple. Je trouverais ça très bien. Alors, je ne veux pas me prononcer sur quelqu'un ou quelqu'une dès ce soir, mais en tout cas, sur le fond, d'avoir une femme serait, à mon avis, une bonne chose. Alors, Richard Ferrand, j'en profite pour dire qu'il a indiqué que la majorité étudiait la possibilité d'une modulation de l'évolution des pensions de retraite en fonction de leur niveau, donc autour de la cible moyenne de 0,3%. Est-ce que vous soutenez cette proposition, sachant qu'on a beaucoup dit que le gouvernement était trop dur avec les retraités, avec la CSG et puis la non-indexation sur l'inflation? Alors, d'abord, c'est encore une fois une mesure qui est simplement reconduite. Ça fait 4 ans que c'est comme ça, et donc on reconduit, on ne décide pas une augmentation supplémentaire. Je soutiens parce que moi je considère que l'important, la vraie priorité était quand même de tenir nos engagements de campagne, et dans les engagements de campagne, parce qu'on aurait pu renoncer aux engagements de campagne. Vous soutenez Richard Ferrand dans cette proposition, ou vous soutenez le gouvernement dans sa décision? Pardon, j'avais mal compris votre question. C'est pour ça. Je considère qu'au moment où on décide le budget, faire le choix d'avoir une augmentation très importante de la prime d'activité, d'un certain nombre d'aides sociales, et d'exonérer les heures supplémentaires, c'est vraiment la priorité des priorités, parce que ça, c'est les engagements de campagne, et les Français ne vont plus voter parce que les présidents de la République, élus, leur majorité, etc., une fois au pouvoir, renoncent aux engagements de campagne dès que la trajectoire économique change. Donc là-dessus, il fallait tenir bon. Maintenant, si on peut trouver une solution pour les plus petits retraités, pour les plus modestes, et que la proposition de Richard Ferrand peut cheminer, moi j'y suis aussi évidemment favorable, et j'ajouterais que, d'une manière générale, je pense
qu'il faut qu'on aille plus loin dans la réduction de la dépense publique, dans la suppression d'un certain nombre de postes de fonctionnaires et que ça nous permettra d'avoir une grande ambition pour la politique sociale. Moi, c'est plutôt ma grille de lecture. Alors justement, vous avez le 22 août dans Le Parisien, vous avez jeté un pavé dans la mare en proposant une dégressivité pour les cadres à haut revenu, entre 5 000 et 6 000 euros par mois. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, et le Premier ministre et la ministre Muriel Pénicaud vous ont emboîté le pas, mais alors eux, ils ont laissé entendre que cette dégressivité que vous preniez, n'est-ce pas, elle pourrait s'étendre à tous les chômeurs. Aurélien Taché, c'est pas exactement ce que vous aviez dit. Est-ce que c'est pas exactement ce que vous... C'est vrai que c'est pas exactement ce que j'avais dit, c'est clair. Parfois, il y a des idées comme ça qui ont un succès encore plus important que ce que vous espériez. Mais vous espériez que ça aurait ce succès-là, dégressivité étendue à tous les chômeurs ? Moi, à titre personnel, je suis quand même plutôt favorable à ce qu'on réserve cette mesure aux hauts salaires, enfin aux hautes allocations, aux plus hautes allocations, parce que je considère qu'à un moment où on finance maintenant l'assurance chômage par l'impôt, et donc c'est tous les Français qui financent l'assurance chômage, les retraités notamment, parce que la CSG a augmenté en particulier pour eux, parce que c'est la CSG qui finance l'assurance chômage, on doit se poser la question de savoir si on doit financer des allocations chômage jusqu'à 6 000 euros, à un moment où des patrons de PME, des professions libérales ne sont pas couverts par le chômage. Moi, c'est plutôt la vision que j'en ai, à titre personnel. Après, voilà, évidemment, le gouvernement a raison de dire qu'il n'y a aucun tabou sur aucun sujet, que c'est les partenaires sociaux qui vont s'en emparer. Si vous me demandez mon avis, je vous le donne. C'est plutôt pour les plus hauts revenus dans mon esprit. Message reçu, vous pensez que ça doit s'arrêter aux hauts revenus. Et maintenant, Aurélien Taché, j'accueille l'éditorialiste Nicolas Domnac pour les questions en plus. Bonsoir Anna Cabana. Nicolas Domnac, bonsoir. Bonsoir Aurélien Taché. Alors, à votre place, hier soir, nous avions un spécialiste de la fin de vie, le docteur Leonetti, par ailleurs, député républicain. Et numéro 2 du parti. Numéro 2, cet expert de la fin de vie nous a dit alors, diagnostic implacable, c'est fini, c'est mort pour Emmanuel Macron et sa magie et son pouvoir, il est retombé sur Terre et même au-dessous de la Terre, c'est terminé, il ne pourra pas s'en remettre. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Monsieur Leonetti, donc c'est un spécialiste de la fin de vie, mais qui fait un peu de politique quand même. Donc bon, je vais pas lui faire le crédit que ses propos n'étaient pas du tout orientés, mais enfin bon, j'ai quand même un petit doute là-dessus. Non, moi je considère évidemment que c'est pas du tout un diagnostic qui est juste et visiblement Monsieur Leonetti est meilleur pour les sujets de fin de vie quand il concerne vraiment la question de la bioéthique que celle de la politique. Moi, je crois au contraire qu'on est simplement dans un moment qui après 15 mois est un moment finalement attendu. Voilà, on est dans le cœur des réformes. Il y a eu cette affaire qui en est à peine une d'ailleurs, en tout cas qui n'est pas une affaire d'État. Cette affaire Benalla qui a beaucoup agité cet été. Il y a le départ de Nicolas Hulot. Donc voilà, ça alors, qu'est-ce y a un peu de turbulence. Qu'est-ce qui a dysfonctionné à votre avis, qui devrait être remis en cause et changé là pour que ça ne se reproduise plus, enfin pour que cet aestas horribilis ne se réitère pas? Il y a plusieurs choses, mais il y a des choses qui ont déjà été très largement enclenchées, puis ça va se poursuivre dans les prochains mois, j'ai aucun doute. Donc il y a sur la question du ministre de la Transition écologique, j'en ai dit un mot juste avant, quelqu'un qui, à mon avis, est vraiment dans la lignée de ce que nous on propose pour la défense de l'environnement, d'une vision de l'écologie qui doit s'accorder avec l'économie et non pas s'opposer à elle. Voilà, donc on est sur quelque chose qui va être, à mon avis, peut-être aussi sur le fond plus cohérent. Alors peut-être que c'était la limite du et en même temps là sur ce sujet de l'écologie. La question c'est est-ce que c'est pas la fin du et en même temps? C'était très beau le et en même temps, mais est-ce que là il faut pas, le moment est venu pour vous de passer à autre chose? Je pense que ça dépend des sujets, mais je pense qu'il y a un certain nombre de fondamentaux sur lesquels il faut être clair. Je l'ai dit juste avant, encore une fois, La République en marche ne s'inscrit pas dans la famille de l'écologie politique. François de Rugy, lui, vient de cette famille, mais il a toujours eu un positionnement un peu libre, un peu iconoclaste, et qui est beaucoup plus proche, à mon avis, de ce que nous proposons comme projet de société, et qui est donc ancré dans le progrès. Hier soir, François de Rugy, il a dit quoi? Ça passe son pouvoir, il a dit l'écologie, c'est le progrès. Moi, ça m'a plu, ça me parle, voilà. Et je pense qu'à La République en marche, ça parle à beaucoup de gens. Donc, mais au-delà de ça, au-delà de François de Rugy et de l'écologie, est-ce que et en même temps, c'est pas fini? On a à mieux définir le progressisme. On va d'ailleurs avoir une journée pour ça en octobre. Le Conseil national va se réunir. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui disaient qu'il fallait avoir un mouvement plus au contour, alors qui reste ouvert, mais au contour idéologique aussi plus affirmé dans ce qu'on veut porter. Donc, ce moment est certainement en train d'arriver. Et
puis après, il y a des sujets d'organisation. Un nouveau directeur de la communication a été nommé à l'Élysée, c'est le conseiller mémoire Sylvain Faure. Un certain nombre de choses sont en train d'être mises en place. Et puis, il y a aussi un certain nombre, à mon avis, de sujets à regarder dans l'administration et la haute administration. Et tout ça va se mettre en place. C'est le fameux spoil system. C'est ça. Et alors, par rapport au changement que vous avez évoqué du gouvernement, il y en a un qui m'interpelle quand même un peu. Vous avez remplacé la ministre des Sports par une sportive encore. Mais est-ce que c'est obligé que dans ce ministère, et ça, il n'y a pas que vous, hein, il y a toujours un sportif, que ce soit Bambuc pour la gauche, David Douillet pour la droite, mais quand c'est le ministre de l'Intérieur, on ne met pas un policier. Quand c'est le ministre de l'Économie, parfois il est arrivé qu'on mette un patron, mais très rarement. Dire, pourquoi c'est obligatoirement un sportif, alors que le sport à l'école c'est nul, etc. etc. Ouais. Non, vous avez raison, il n'y a pas d'injonction à mettre un sportif à cette place. On pourrait mettre un politique, non ? On pourrait mettre un politique. Je pense que la nouvelle ministre est assez politique. Hein. Elle était engagée derrière Martine Aubry en 2011 au moment des primaires. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait des choix politiques. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui a un parcours riche. C'est une ancienne réfugiée. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai été aussi sensible dans sa nomination. Voilà, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas résumer à sa carrière sportive, mais il n'y a pas d'injonction, je crois, à nommer un sportif. Là, c'est pas l'unique choix qui a dû présider dans cette nomination. Alors vous avez parlé, si j'ai encore une question possible. Mais oui, Nicolas, vous avez parlé du mouvement qui, idéologiquement, je pense que vous devez être plus formé, plus offensif. Mais il existe vraiment ce mouvement En Marche? Parce que alors on l'a perdu de vue. Il existait avant, il était formidable, enfin, dans sa dynamique, etc. Et puis on a l'impression que c'est un mouvement fait pour des élections, alors peut-être qu'il va renaître avec les européennes, mais qu'il n'existe pas en dehors. Je peux vous emmener rue Sainte-Anne après, Nicolas Domenech, si vous voulez. Vous verrez qu'il y a du monde qui travaille. D'accord. Ah oui, voilà. Au siège, d'accord. C'est le siège, c'est pour ça que j'ai vu cette proposition. Donc, non, évidemment qu'il existe. Il y a beaucoup de gens qui le font vivre. Après, voilà, il y a certainement, là aussi, après maintenant 2 ans, un certain nombre de décisions à prendre. Moi, je vous donne un exemple. Ouais. À la fin de l'été, on n'a pas fait, nous, de grands rassemblements d'universités d'été, comme le font un certain nombre de mouvements politiques. Moi, je comprends, Christophe Castaner a dit, c'est quelque chose qui est aussi, on va pas tout faire comme les autres. Je suis plutôt d'accord, mais qu'on ne calque pas une université d'été comme ça se faisait forcément sur certains partis que j'ai pu connaître d'ailleurs. Mais quand même, ne pas avoir un grand rassemblement militant comme ça à la fin de l'été, ça a manqué. Il y a eu la présentation du budget par le Premier ministre qui était excellente dans le journal du dimanche, mais du coup, on est sur des choses qui sont un peu techniques, on est sur le gouvernement, on est sur les députés, on n'est pas sur les militants, sur voilà, le terrain, etc. Et je pense que ça, c'est important qu'on arrive à construire ça de manière plus ambitieuse dans les semaines et mois à venir. Merci Nicolas. Maintenant, Aurélien Taché, on arrive à une séquence qu'on aime bien dans cette émission. On est allé vous chercher sur la toile. Je crains le pire. On a trouvé un tweet que vous avez posté justement à votre rentrée le 21 août. Et là, je vous cite, sur la route du retour, après quelques jours de repos, petit arrêt au CFA de La Rochelle, où j'étais apprenti plombier il y a 18 ans. Quel que soit le point de départ, toutes les destinations doivent être possibles. Le sens et l'essence de mon engagement. Bonne rentrée à tous. Et oui, ça c'est vous, ça. C'est moi, j'étais en vacances près de l'île de Ré, enfin sur l'île de Ré, et donc on est passé dans ce CFA, et d'ailleurs je suis content d'y être passé parce qu'ils m'ont dit que ça allait déménager, que c'était la dernière année où il était là. J'avais envie d'y passer, j'étais à quelques kilomètres, et je savais que d'y retourner 18 ans après, parce que ça fait quand même 18 ans, c'était quelque chose pour moi d'important. Oui, c'est pas seulement une carte postale, ça a un sens dans votre histoire. Vous savez, à ce moment-là, j'étais déjà quelqu'un d'assez mobilisé sur le plan des idées, sur l'envie de changer le monde, mais je ne pensais pas 18 ans plus tard pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, et donc voilà, pour moi c'était important de repasser par là. Et bien pour terminer, parce que c'est la tradition sur ce plateau, vous allez découvrir notre boîte, mais vous le connaissez, vous piochez une question. Merci. Même 2, hein. Oui, mais non, pas d'un coup. Non, Aurélien Taché, une après l'autre. On va prendre celle d'à côté. Ciel ou terre? Alors, peut-être plutôt ciel, parce que moi j'ai un côté un peu comme ça, un peu rêveur. Vous êtes mystique? Un peu idéologue. Mystique, je ne sais pas si je me définirais ainsi, mais oui. Dans ma bouche, c'est pas un gros mot. La question de la spiritualité, c'est quelque chose d'important pour moi, puis j'ai jamais été très terre à terre, jamais très raisonnable, donc plutôt ciel. D'accord, définitivement ciel. Définitivement. Une autre question. Non, ne la remettez pas. La remets là. Bah non, sinon vous allez la repiocher. On va pas s'en sortir. Hop. Alors, Baron Noir ou le Bureau des légendes?
Alors là, Baron Noir, sans aucun doute. J'ai vu beaucoup de choses dans cette série qui m'en ont rappelé d'autres de mon engagement militant de jeunesse socialiste et autres. Et je dois dire que j'ai adoré cette série. Cadmerade est très bon dans Julien Drey, puisqu'on dit que c'est Julien Drey le Baron Noir. Lui-même s'est reconnu. La série, donc voilà. Non, Baron Noir, c'était vraiment très bien. Bureau des légendes aussi, mais Baron Noir, ça m'a évoqué beaucoup de choses. Donc Baron Noir. Dernière toute petite réponse, toute petite question, toute petite. Voilà, toute petite réponse. Île aux Moines ou île de Cergy? Ah bah oui, on pose cette question parce que vous avez encore été à l'île aux Moines avec vos amis de la bande de Poitiers cet été et que vous avez une photo qui a été postée où on vous voit tous, presque tous, avec Lionel Jospin. Tout à fait. Alors dites-nous un tout petit mot parce que c'est la fin de cette émission. Alors l'île aux Moines c'est super, mais Gabriel ne m'en voudra pas, je choisirai quand même l'île de Cergy qui est là où je suis élu et donc j'ai une préférence quand même pour la base de loisirs de Cergy. Eh bien merci Aurélien Taché d'avoir été avec nous. Nicolas, merci on vous retrouve à la toute fin de l'émission pour nous refaire à tous le portrait. Et dans quelques instants, ce sera l'heure de la conversation avec nos décrypteurs Jean-Paul Antoven et Gérald Bronner. À tout de suite.